Le 17 juillet 1969, au-dessus de l'Amérique centrale, a eu lieu le dernier dogfight entre aéronefs à hélice. Tous les deux des avions de fabrication américaine. Ce jour-là, il y eut 3 victoires aériennes, toutes les 3 créditées à Enriquez Fernando Santo, qui était alors officier pour l'armée hondurienne. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir dans un premier temps sur ce qu'est cette guerre du football, cette guerre des senteurs, ensuite de voir les aéronefs qui ont participé à ce dernier combat, rentrer un petit peu plus dans le détail dans le dogfight et en voir quelles leçons ce dernier combat aérien qui s'est fait le matin puis l'après-midi peuvent nous apprendre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons un partenaire assez exceptionnel, c'est CyberGhost VPN que j'ai pu tester et que je vous recommande. Ce partenaire souhaite votre bien-être car c'est le leader mondial de l'industrie de la sécurité et de la confidentialité sur Internet. Il compte 38 millions d'utilisateurs, ça fait en gros la moitié de la population française, et c'est également le mieux noté sur Trustpilot. De plus, si vous cherchez une autre source de crédibilité, il est recommandé par le Journal du Geek. Un des avantages du VPN, au-delà de la navigation sécurisée, c'est que ça vous permet de débloquer des contenus géorestreints. Et en cette période de météo assez compliquée et de cocooning à la maison, ça vous permet d'avoir accès au catalogue international de plus de 35 plateformes de streaming pour regarder des films ou encore des séries qui ne sont pas à l'heure actuelle disponibles en France, comme The Walking Dead ou les 4 saisons de The Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Si vous êtes abonné, vous bénéficiez des meilleurs tarifs et en plus d'un contenu plus varié. Leur grand avantage est qu'ils ne stockent aucun log, donc aucune de vos données personnelles. À titre informatif, ils ont plus de 9700 serveurs dans 91 pays, ça fait un paquet. Mais le plus amusant, c'est que grâce à l'abonnement et au lien qu'on vous met juste en dessous, vous bénéficiez d'une réduction de 83%, soit un tarif de 2,03 € par mois avec en prime 4 mois offerts. En plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et un service client disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. À ce tarif, forcément, vous pouvez connecter plusieurs appareils, jusqu'à 7, ce qui vous permet, avec toute votre famille d'en profiter, que ce soit du Windows, du Mac, de l'iOS, de l'Android, de la Smart TV, du Linux et même votre console de jeu. Le lien, il est juste en dessous et encore une fois, nous les remercions de contribuer à la croissance de notre chaîne et de nous permettre d'avoir créé des emplois en France, grâce à eux, mais également grâce à vous. Jingle. Roger ball. Il est né en 1939 dans la capitale du Honduras, a participé à un échange scolaire en 1955 à Los Angeles avec les États-Unis d'Amérique. En 1957, 2 ans après, il se retrouve cadet et est envoyé en formation aux États-Unis. Il a des petits soucis parce qu'il est trop léger pour être pilote. Il a donc 2 mois pour prendre du poids, ce qu'il arrive à faire, bien qu'il soit grand et fin et qu'il soit resté toute sa vie. Et il commence sa formation sur AT-6 Texan avant de recevoir en août 1958 ses ailes de pilote. Rapidement, il a une bonne progression dans les forces aériennes et en 1960, il se retrouve instructeur, chef des opérations et participe à de nombreux exercices dans la zone. Il a même été décoré par le président du Nicaragua pour avoir retrouvé 2 pilotes qui s'étaient ditchés, qui avaient améri dans le golfe de Fonseca. À la fin des années 60, il quitte le service actif, il se retrouve réserviste, donc il reste toujours avec une activité militaire, mais à côté de ça, il travaille pour le transport aérien commercial et public avec le Servicio Aero Honduras SA, où il va piloter du C-46, du CV-340, du CV-440, du CV-580, le fameux Lockheed Electra, avant de passer plus tard dans sa carrière sur réacteur avec le Boeing 727, puis le fameux 737. Il prendra sa retraite en 1994 après avoir été instructeur et notamment chef pilote de cette compagnie. En 2003, son pays le nomme héros grâce à ses actions au combat lors de la guerre des Senteurs, également appelée la guerre du football. Et 3 ans après, en 2008, il nous quitte.
Dans les années 60, la situation politique n'était pas simple entre le Honduras au nord et El Salvador au sud. El Salvador au sud comptait 4 millions d'habitants pour environ 23 000 km². Pour vous donner une idée, la Normandie, ça fait 30 000 km². 23 000 km², c'est en gros 2 fois la région parisienne. Le Honduras, au nord, 3 millions d'habitants, 120 000 km². Vous êtes donc sur une densité 7 fois moindre. Il y avait des gros soucis de répartition de la richesse, notamment au Salvador, 2% de la population avait possédé 60% des terres. Il y avait donc beaucoup de paysans qui n'avaient pas de terre et la plupart de la nourriture était utilisée pour l'exportation, ce qui posait des gros soucis à la population. C'est ce qui explique qu'en 1961, la capitale d'El Salvador comptait 28 000 habitants et que 8 ans après, en 69, 350 000 habitants, en plus d'avoir vu 300 000 personnes partir pour le Honduras. Le Honduras, de son côté, c'était pas glorieux non plus, mais c'était un tout petit peu mieux réparti avec 8,8% de la population qui possédait 63,3% des terres. Dans tous les cas, le Honduras profitait de la main-d'œuvre du Salvador et la situation était parfois assez tendue et surtout augmentée par la presse d'un côté comme de l'autre. Les politiques au pouvoir du Honduras, où il y a quand même eu un coup d'État en 1963, étaient de plus en plus hostiles aux migrants du Salvador et c'était un petit peu facile de tout leur mettre sur le dos afin d'aligner la nation et de trouver un ennemi commun. Et tout a dérapé lors des qualifications pour la Coupe du Monde de football. Le premier match Salvador contre Honduras a lieu dans la capitale du Honduras. Or, il y a une grève des professeurs qui mettent des clous un petit peu partout dans les rues et ça pose des soucis pour le véhicule des joueurs d'El Salvador. Ils se retrouvent donc embêtés avec des véhicules en panne, ils se mettent à insulter les manifestants. Ça ne plaît pas aux manifestants qui vont hurler toute la nuit devant leur hôtel et c'est donc des joueurs de foot du El Salvador très fatigués qui vont sur le terrain et qui vont perdre à la dernière minute 1-0 contre l'équipe locale. Ça va tellement choquer le Salvador qu'une jeune femme de 18 ans se suicidera juste après que le Honduras marque ce but. Lors du match retour, qui ce coup-ci a lieu au Salvador, eh bien là, leur hôtel est incendié. Au final, eh bien pareil, ils ont du mal à dormir et c'est 3-0 pour le Salvador. Il y a des molestations, il y a des fortes tensions et il y a même 2 morts qui sont comptabilisés lors d'échanges entre les différents supporters. Le troisième match, eh bien, ça donne 3-2 à Mexico pour le Salvador, mais les tensions montent. Le 4 juillet 69, vous avez le vice-consul du Salvador qui est assassiné au Honduras, et c'est donc le Salvador qui décide d'attaquer son voisin du Nord avec, dans un premier temps, l'arme aérienne des C-47, un C-47 équipé de petites bombes de 50 kg, accompagné par 2 Mustangs. À partir de là, va commencer des affrontements qui vont durer environ 100 heures, qui vont amener à la mort de 3000 personnes et faire plus de 15 000 blessés. Mais juste avant de rentrer dans le dur, je vous propose de faire un petit zoom en arrière sur les armées respectives. Le Honduras, ils ont 23 corsaires. Ils ont à peu près 2500 hommes et ils n'ont pas une armée très développée, très puissante vu la taille de leur pays. À côté de ça, Salvador, ils ont quand même 8000 hommes, ils ont des Mustangs et ils ont également du Corsair. À côté de ça, ils ont également du C-47 Skytrain qui vont transformer en bombardier, des T-28 Trojan et de l'AT-6 Texan, la version d'attaque au sol. Nous sommes donc, d'un côté comme de l'autre, sur du matériel de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons un petit peu en détail sur ces différents aéronefs. Le F-51D Mustang provient de Cavalier. Alors vous connaissez sûrement le North America P-51 Mustang, mais c'est une version différente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la guerre, il y a Trans-Florida Aviation Inc. qui a été fondée en 1957 par quelqu'un qui travaillait dans un groupe de presse. Son objectif était de civiliser, d'amener en aviation commerciale des P-51 pour déplacer de riches hommes d'affaires. Il a donc transformé tout ça en Trans-Florida Executive Mustang, devenu plus tard le Trans-Florida Aviation Cavalier Mustang. Il y en a quelques-uns qui ont été fabriqués dans les années 58. Ils prenaient les monoplaces, ils retiraient tout le matériel militaire, ils gardaient la cellule, l'en transformaient en biplace avec une soute pour les bagages, avec des sièges en cuir et différentes versions existaient, du 750 au 2500, qui correspondaient à différentes quantités de pétrole et donc à différentes autonomies, la plus longue étant le Cavalier F-51 Mustang 2500 qui pouvait faire 3200 km, on parle de 2500 miles. Des miles, je vous rappelle, c'est un ciseau neuf.
des 609. Alors il n'y en a pas beaucoup qui ont été fabriqués, on parle d'une vingtaine d'avions en une dizaine d'années, ils avaient notamment pilote automatique, et la dérive était légèrement plus haute d'une trentaine de centimètres. Néanmoins, rapidement, l'armée américaine les a contactés, le DoD, le Department of Defense, pour voir s'ils ne pouvaient pas fabriquer des versions pour des clients export à bas coût avec une capacité d'attaque au sol. C'est comme ça que le F-51D monoplace est né et le TF-51D, le biplace, est apparu. Rapidement, ils ont travaillé sur le Cavalier Mustang II, dont il est question bien dans ce combat, qui avait 4 points d'emport supplémentaires, qui a été livré au Salvador et en Indonésie, qui faisait environ 6 tonnes 4 pour un moteur de 1720 chevaux. Donc maintenant, vous saurez bien, que le Cavalier F-51D Mustang s'est fabriqué plutôt à la fin des années 50, début des années 60. L'autre protagoniste, c'est le F-4U Corsair, que vous connaissez forcément si vous aimez l'aviation, reconnaissable grâce à ses ailes en forme de mouette, fabriqué par Chance Vought, qui malheureusement, lui le pauvre, n'a pas eu beaucoup de chance. Chance Milton Vought, il a créé sa compagnie le 18 juin 1917 et il a commencé à faire ses premières armes à 23 ans en reprenant le biplan des frères Wright et en l'améliorant. Rapidement, il a créé un biplace d'entraînement, le VE7. Il a fabriqué tout ça au 3e étage d'un bâtiment où ils ont dû démonter l'avion pour le sortir avec une grue par l'extérieur avant de changer leurs locaux parce que forcément, c'était pas l'idéal. La Navy a apprécié cet aéronef, on a acheté et le premier avion qui a décollé d'un porte-avions américain, c'est un VE7 modifié et c'est donc Chance Vought qui est à l'initiative du premier avion embarqué américain. Son fondateur, il était né le 26 février 1890 et il est décédé seulement à l'âge de 40 ans, le 27 juillet 1930. Il venait d'une famille qui travaillait dans les moteurs, mais également dans les bateaux, et lui s'est donc spécialisé dans l'aviation. Il n'aura pas vu tous les avions à réaction que sa compagnie plus tard a fabriqués, notamment le premier avion américain avec post-combustion, le F-6U Pirate, fabriqué à 30 exemplaires, ni les 250 F-7U Cutlass, que vous avez peut-être vu dans des Buck Danny, et à partir de 1954, un aéronef que l'on a eu dans la chasse embarquée française, le F-8U Crusader, qu'on appelait le Cruise, le Last Gunfighter, qui a établi un record de vitesse en 1956 à 1634 km/h et qui, avec John Glenn, le fameux astronaute aux commandes, a fait Los Angeles-New York en 3h23, ce qui est encore de nos jours le record pour un avion monoréacteur monoplace. Bref, vous l'aurez compris, le F-4U Corsair, c'est un avion mythique qui est venu aider le succès de la Navy et surtout des Marines dans le Pacifique lors des combats de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi est-ce qu'en face, il y a des Goodyear FG1D Corsair S? Pourquoi Goodyear, que vous connaissez sûrement pour les pneus? Eh bien parce que des avions, des F4, ont été fabriqués par Brewster et par Goodyear. Il y en a 1996 qui ont été fabriqués par Goodyear, sur quand même 12 571 exemplaires à la date de 1952 quand ils ont arrêté la production. C'est donc des avions sous licence et ils gardaient ce petit nom devant, même si en soi il n'y a pas énormément de différence. Pour ce qui est du Corsair, on est sur un design qui a vraiment commencé en 1938 et pour faire très simple, ils ont pris le plus gros moteur de l'époque, ils ont mis la plus grande hélice disponible, on était sur du 2250 chevaux et ils se sont dit il faut rehausser la totale, d'où cette forme avec les ailes en mouette et également d'où la difficulté du pilotage de cet avion qui, au final, ne l'a pas rendu très enclin à être déployé sur porte-avions. C'est donc les Marines principalement qui ont récupéré les Corsair et qui l'utilisaient depuis les bases au sol. C'est plutôt le L4 qui, lui, a été embarqué. Dans tous les cas, vous avez une très forte puissance de feu avec 12,7 mm et la France l'a utilisé en Algérie, mais il a également connu le combat lors de la guerre de Corée. Nous avons donc au Honduras des Corsair et du côté adverse, nous avons du Corsair fabriqué par Goodyear sous licence et du Mustang Cavalier. Alors, après les premiers jours de guerre, ce qui s'est passé, c'est que le Salvador a pénétré dans l'Honduras. Ils ont réussi à rentrer sur plusieurs kilomètres, à peu près 8 kilomètres. Et là, il y avait des missions d'attaque au sol, des missions d'appui-feu des deux côtés. Donc tous ces aéronefs étaient équipés avec des bombes, avec des roquettes, avec du canon, pour pouvoir aider les troupes au sol. Et le 17 juillet 69, au matin, une patrouille de corsaires du Honduras, l'idée par le capitaine Soto, dont nous avons parlé tout à l'heure, avec en équipier Acosta, sont en vol et ils entendent à la radio qu'un autre corsaire qui est en train de faire de l'appui-sol est engagé par 2 TF-51
cavalier Mustang 2. Tout de suite, le capitaine Soto bouge sa patrouille, fonce vers la position du Corsair qui essayait de faire du strafing, donc tiré au sol, et nous sommes au sud de la capitale du Honduras. Rapidement, il arrive avec l'avantage sur la patrouille des deux Mustangs. Alors qu'il arrive derrière les Mustangs, les deux Mustangs break, il en attrape un, il ouvre le feu à 3 occasions dessus, l'aile gauche explose et le capitaine Varela essaye de sortir, essaye d'ouvrir son parachute, mais ce dernier ne se déploie pas complètement et il va tomber à sa mort. C'est la première victoire aérienne de ce conflit et nous sommes le matin. La patrouille du capitaine Soto retourne refaire le plein, il se réarme et l'après-midi ils repartent en vol, ce coup-ci avec des bombes air-sol pour aller encore une fois faire du close air support, aider les troupes au sol. Mais leurs deux corsaires arrivent à détecter visuellement des corsaires Goodyear adversaires. Tout de suite, il décide d'accélérer, de larguer ses bombes, de monter. L'énergie est extrêmement importante en combat aérien. Il va prendre de l'énergie potentielle de pesanteur, il va grimper, alléger son aéronef. Et une fois qu'ils arrivent en hauteur, il estime pouvoir faire un piqué, arriver vers le haut et fonce vers les deux corsaires. Par contre, son équipier ne le suit pas. Plutôt que de rester avec lui pour l'appuyer et protéger ses 6 heures, il va rester en altitude parce qu'au moment du piqué, il détecte 2 Mustangs adverses qui arrivent et il préfère garder son énergie potentielle de pesanteur pour voir ce que font les Mustangs et éventuellement aller s'engager avec les Mustangs. Il ne l'annonce pas à son leader. Son leader fonce alors vers les corsaires adverses. Très rapidement lors du piqué, il a une opportunité de tir qu'il prend. Ça fait exploser le premier aéronef. Le pilote arrive néanmoins à s'extraire et à ouvrir son parachute. Et dans la foulée, il cherche le deuxième avion. Mais le deuxième avion, le deuxième corsaire, l'adversaire, il s'est mis dans ces 6 heures qui ne sont pas protégées par son équipier. Il se retrouve donc depuis environ 13 000 pieds à devoir descendre et faire un dogfight à l'ancienne qui va durer plusieurs longues minutes. Et au fur et à mesure, ils vont descendre. Il va réussir, grâce à un split S, qui est donc un retournement, à venir se placer derrière le corsaire du capitaine Cortez. Et là, il y a 2 versions. Une version qu'il arrive à ouvrir le feu sur le capitaine Cortez et que ce dernier explose. Une autre version qui est que le capitaine Cortez a son avion endommagé, qu'il décide de manœuvrer son avion pour éviter les civils, qu'il en parle même à la radio et qu'alors qu'il est en train de s'éloigner, il essaye de se poser et son avion explose dans une zone inhabitée. Le capitaine Cortez est décédé. C'est la 3e victime du capitaine Soto et la dernière victoire en combat aérien pour un avion à hélice. Rapidement, avec la pression internationale, cette guerre de la part du Salvador vers l'Honduras s'arrête, l'agression s'arrête, ils récupèrent leurs troupes, mais il faudra attendre de longues années pour qu'il y ait une fin politique à tout ça. La paix sera signée en 1980, plus de 10 ans après, et la dispute territoriale ne sera réglée qu'en 1992, ce qui vous montre bien, quand il y a une invasion comme ça, de quelques kilomètres dans un territoire, ça peut prendre énormément de temps pour que tout le monde se mette autour de la table et signe un accord. Alors, que retenir de ce dernier dogfight? Dans un premier temps, une règle de base, lose sight, lose the fight, tu perds de vue l'adversaire, tu perds le combat, ça a failli être fatal à notre capitaine ce jour-là, mais très important, le premier qui détecte l'adversaire, généralement, à cette époque-là, arrivait à manœuvrer pour prendre un avantage initial. Vous ne voulez pas faire des engagements où vous arrivez tel le pro chevalier en face à face, iso-vitesse, pour laisser un maximum de chance à l'adversaire. Si vous êtes en vol et que vous détectez un autre avion, vous voulez tout de suite prendre un avantage, énergie potentielle de pesanteur, venir par l'arrière pour après pouvoir faire un piqué et arriver dans le combat avec un excédent d'énergie, ce qui vous ouvre des options. Pourquoi? Parce que quand il va se voir attaquer, là pour le coup, directement il y en a un qui se fait abattre, mais il va essayer de breaker vers vous et en breakant, il va sacrifier de l'énergie. Ce fait que vous essayez d'ouvrir le feu, si vous le loupez, vous repartez vers le haut et alors que votre adversaire n'a plus d'énergie, vous pouvez faire le tour par le haut et vous revenez et vous maintenez cet avantage. Donc l'énergie cinétique est indispensable au combat aérien, ça vous donne des options. Et ça, c'est vrai avec des P-51, c'est vrai avec du Corsair, c'est également vrai avec du Rafale ou du MiG-29, même si là on parle de combat rapproché. L'autre bonne leçon, c'est celle du support mutuel, le mutual support comme on dit. Normalement on vole par deux pour une raison très simple, on peut se cross-checker, on peut se surveiller l'un l'autre et on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de menace à vos 6 heures. En partant tout seul dans son piqué sans en avoir conscience, eh bien le leader surveillait moins l'arrière et quand il s'est retrouvé avec l'adversaire à ses 6 heures, ce n'était clairement pas une situation d'avenir.
Certains as sont morts comme ça, et c'est notamment un souci qui a souvent été reproché à l'as français Klostermann, qui était l'équipier du commandant René Mouchotte le jour où ce dernier a disparu. Et les dernières transmissions radio du commandant René Mouchotte ont été « Je suis seul », ce qui normalement, en tant que leader, ne doit pas arriver. J'insisterai jamais assez sur l'importance du rôle de l'équipier, ce fameux follower et l'art du followership qui n'est pas facile. On n'est pas en train de jeter la pierre à Pierre Klostermann, pas du tout, mais c'est extrêmement dur d'être un bon équipier et par moment, prendre la décision j'y vais pas. Eh bien, normalement, le premier devoir du militaire, c'est rendre compte, ce qui encore une fois n'est pas toujours facile, surtout à cette époque-là, avec la qualité des radios. Le dernier point, il est plutôt pour le pilote malheureux du Goodyear Corsair. Eh bien, il a eu l'opportunité d'être dans les 6 heures à un moment et il n'a pas réussi à transformer cette option de tir. Vous ne devez jamais laisser passer votre chance dans un combat aérien. Là, on voit que sur 3 engagements, 2 se sont faits extrêmement rapidement. Un a pris plus de temps. Pourquoi? Parce que le vainqueur s'est retrouvé initialement dans une position défensive et il lui a fallu manœuvrer pendant longtemps pour prendre l'avantage. Mais si d'entrée de jeu, son adversaire avait réussi à le traiter, eh bien forcément, ce n'aurait pas été la même chose. Dans l'aviation de combat, vous avez rarement 2 opportunités. Il faut être entraîné à savoir les saisir, à savoir passer d'un mode un peu passif à un mode ultra agressif très rapidement. Et c'est là également où on voit eh bien, que le capitaine Soto était très expérimenté, qu'il n'y a pas de secret dans l'aviation, comme dans beaucoup de métiers. L'expérience a souvent tendance à vous avantager lors d'affrontements. Car vous avez une meilleure conscience de la situation, vous avez une meilleure maîtrise de vous-même et il est indispensable en tant que pilote de chercher à augmenter son capital d'expérience en permanence et c'est à ça que servent les débriefings en fin de mission. Je finirai juste sur la notion d'as. Si vous vous posez la question, pour être un as, il faut 5 victoires homologuées. Là, il n'y en a eu que 3, donc le capitaine Soto n'a pas été fait as, néanmoins, comme je vous le disais, il a été fait héros de son pays en 2003. Dans tous les cas, on voit bien lors du 2e engagement qu'il y a eu cette volonté immédiatement de larguer les bombes, de prendre de l'altitude, de venir se mettre dans une bonne position. Et ça, c'est le fighting spirit, c'est ce qu'on recherche chez les pilotes de chasse. Cette agressivité, vouloir tout de suite manœuvrer pour prendre le contrôle de la situation et ne laisser aucune chance à son adversaire, tout en respectant les règles de la guerre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce dernier combat entre avions à hélice. Fly safe.